Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur le thème des mesures de protection. Après avoir visionné les capsules vidéo sur cette même thématique, ce webinaire sous forme de table ronde a pour objectif d'apporter des notions complémentaires. Avant de débuter, je vous propose de vous présenter. Bonjour, je suis Virginie Ruzalen, responsable de secteur à l'UDAF du Var. Laure Mallet, chef de service à la TIAM. Nathalie Monge, mandataire judiciaire auprès du centre hospitalier de Pierrefonds. Et Alain Bernard, mandataire individuel auprès du tribunal de Toulon. Merci à vous. Une fois le jugement prononcé par le juge, comment se met en place une mesure de protection? Après la désignation du mandataire, généralement, on va consulter le dossier au tribunal pour prendre des informations sur la situation. Donc, nous allons recueillir certaines informations, comme les partenaires qui sont présents dans la situation, les proches, les éléments administratifs, financiers. Nous essayons de rencontrer la personne, nous prenons contact avec les partenaires et nous essayons de rencontrer la personne en leur présence ou avec la présence de la famille. Le but, c'est de réussir à connaître la personne et à créer un lien de confiance avec cette personne, lien qui peut être difficile à mettre en place, la mesure étant parfois imposée à la personne et qui n'est pas toujours favorable à la mesure. Alors, la législation a évolué vers un certain formalisme avec la remise de documents obligatoires à la personne, comme par exemple la Charte des droits et libertés ou le barème des frais de la mesure de protection. Donc, ces documents qui sont obligatoires et qui sont prévus dans le cadre de l'ordonnance que l'on nous remet, doivent permettre de regrouper les informations nécessaires à la gestion de la mesure, par exemple le DIPM ou la nécessité de faire un inventaire des biens de la personne, des biens financiers, mobiliers. Et on doit assez rapidement aussi établir un budget avec la personne protégée, savoir les ressources dont elle dispose, les ressources dont elle va pouvoir avoir la gestion en direct. Donc un certain nombre de documents qui nous sont en fait précisés très clairement dans l'ordonnance ou dans les textes juridiques autour de la mesure. Pour présenter vos missions et votre cadre d'intervention, nous vous proposons de partir des idées reçues ou fausses croyances qui sont souvent entendues concernant le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Pour cela, première idée reçue que l'on entend, vous prenez la place des familles. Oui, alors ça, c'est quelque chose de très courant que l'on entend, à la fois que l'on peut comprendre, parce que c'est quand même une mesure un peu difficile quand on est dessaisi, en particulier les familles, quand les familles sont dessaisies de la gestion de leurs proches. Donc, il faut savoir qu'en fait, nous, on ne prend aucune place, c'est le juge qui décide. En règle générale, le juge donne toujours la priorité à la famille, lorsque la famille existe, lorsque la famille est, les relations familiales sont bonnes. Il est certain que parfois la personne protégée elle-même ne souhaite pas que la gestion soit assurée par sa propre famille. Et lorsque elle le souhaite, il est certain que dès que le juge ou la juge s'aperçoit qu'il y a des tensions dans la famille, elle ne choisira pas la famille et elle nommera automatiquement une personne extérieure. Ça, c'est la règle telle qu'elle s'applique, sachant que même si la famille n'a pas été désignée, la plupart du temps, notre objectif est quand même d'associer la famille lorsqu'on sent qu'il y aura un intérêt, essentiellement d'ailleurs, peut-être pour le mandataire, mais surtout pour la personne protégée. Deuxième idée reçue, vous pouvez tout faire sans contrôle. Alors, les actions du mandataire judiciaire à la protection du majeur sont encadrées par la loi. Chaque année, le mandataire judiciaire doit produire un compte-rendu de gestion à destination du juge. Donc, ce compte-rendu va présenter la gestion globale financière, les recettes, les dépenses, et intervenir sur le compte courant, mais également présenter tout le patrimoine financier, donc les placements.
En parallèle, nous produisons également un compte-rendu de diligence qui, lui, va mettre en lumière différents points exercés donc au cours de la mesure de protection sur différents aspects, le logement, la santé, les projets de vie, et également sur l'année à venir, éventuellement les objectifs qui pourraient être à atteindre. Donc l'activité du mandataire judiciaire est très transparente. Troisième idée reçue, la personne protégée ne peut plus faire seule. Alors, généralement, nous associons la personne aux décisions qui la concernent, donc nous le faisons quand cela est possible avec la personne. Et pour certaines décisions, la personne peut les prendre seule, comme par exemple le choix de son lieu de vie, c'est à elle de décider du lieu où elle souhaite habiter. Le choix de ses fréquentations aussi, le mandataire ne peut pas intervenir. Concernant la santé, la personne, si elle peut consentir à un acte médical, c'est à elle de consentir, le mandataire n'intervient pas. Et ce, quelle que soit la mesure, que ce soit une mesure de curatelle ou de tutelle. Dans certains cas, quand la personne n'est pas en capacité de consentir, dans ce cas-là, c'est le mandataire qui autorisera l'intervention médicale. Elle peut aussi voter, quelle que soit la mesure, le droit de vote est possible. Elle peut faire seule certaines démarches, comme par exemple l'établissement d'une pièce d'identité. Et le mandataire n'intervient pas non plus sur tout ce qui est acte personnel, comme par exemple la déclaration d'un enfant. Madame Rudalem vient de le dire, il y a un problème de gradation, bien sûr, dans les mesures. On n'a pas la même autonomie si on est sous tutelle et si on est sous curatelle. Mais en règle générale, il y a quand même une évolution qu'il y a eu dans la législation, c'est de rendre, quand à faire se peut, l'autonomie de la personne. Donc, on fera le mandataire fera le maximum pour associer la personne à toutes les décisions le concernant. Et comme l'a dit Mme Rudalem, il y a des décisions qui lui appartiendront en propre et dans lesquelles on ne pourra pas intervenir. Donc, dire que la personne ne peut plus faire toute seule ou elle-même est une idée fausse. Quatrième idée reçue, tout est long et trop compliqué. De manière concrète, en effet, les choses sont longues et compliquées. C'est un fait qui peut s'expliquer par le fait que lorsque les personnes sont placées sous mesure de protection, leur situation est dégradée. Et ensuite, dans le cadre des investigations que nous sommes amenés à effectuer, il faut un travail de concert avec les partenaires. Nous avons également le cadre légal qui s'applique, avec des choses qui s'imposent à nous. Le fait que les organismes peuvent prendre du temps à intégrer la mesure, mettre en application les consignes que nous leur avons confiées. Au-delà de cela, la nature de la mesure a aussi un impact parce que parfois on est amené à travailler de manière plus pointue avec le majeur protégé, notamment dans le cadre des curatelles. Donc il y a un travail de concertation qui peut prendre un peu de temps. Voilà, je pense que tout ça s'ajoute le fait que par rapport au cadre légal, il y a également des opérations que nous ne pouvons faire sans l'autorisation du magistrat. Et il faut savoir qu'un magistrat a 3 mois, notamment, pour répondre à une requête. Donc ça aussi, c'est un délai qu'il convient de prendre en compte dans la temporalité de la gestion. Cinquième idée reçue, c'est à vous de régler tous les problèmes. Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'en fait, être placé sous protection ne signifie pas que la personne ne peut plus bénéficier du droit commun. Donc, toutes les mesures qui s'appliquent à une personne qui n'est pas sous protection s'appliquent à une personne qui est sous mesure de protection. Donc ça suppose un travail de collaboration avec les majeurs protégés, les personnes qui les entourent, les professionnels. Notre priorité est essentiellement de favoriser le choix du majeur protégé, si tant est qu'il puisse l'exprimer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous guide. Donc nous réglons les problèmes, oui, mais nous ne les réglons pas seuls. Enfin, sixième idée reçue, vous n'êtes jamais joignable. Et c'est une plainte qui revient régulièrement. Donc, il y a énormément de sollicitations pour le MJPM, que ce soit le major protégé, ses proches, les partenaires également.
Et donc, le mandataire judiciaire, bien entendu, va avoir une semaine très rythmée. Donc, on peut mettre, selon les organisations de chacun, en place des permanences téléphoniques. Il faut savoir que le mandataire judiciaire va être en extérieur pour les audiences, pour rencontrer des partenaires lors de synthèses, c'est très important, des visites à domicile auprès du majeur protégé. Donc, tous ces temps-là, ce sont des temps aussi où il n'est pas accessible puisqu'il n'est pas au bureau. Et puis, toute la partie administrative, une charge administrative très, très importante dans notre secteur d'activité, qui fait qu'il a aussi besoin, pour pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir se concentrer sur ces tâches-là. Donc, nous essayons d'être joignables au maximum en déployant donc les permanences téléphoniques, comme je vous disais. Il y a aussi le mail, mais c'est vrai que les délais de réponse ne peuvent pas se faire toujours dans la journée. Donc, on essaye en tout cas de ne pas laisser traîner les choses. Est-ce que 2 majeurs protégés ont un accompagnement similaire? Alors, c'est une question intéressante, hein, je dirais, pour lequel on ne peut pas répondre ou totalement oui ou totalement non. Moi, je dirais oui, à 80, parce que quand même les mesures sont très cadrées juridiquement, que les juges aussi respectent de manière très scrupuleuse les textes, même si parfois les ordonnances peuvent un petit peu varier, parce que le contenu des ordonnances est un peu différent, mais ça ne changera pas je dirais, la prise en charge de la mesure. Ce qui peut le changer, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a un petit non dans ma réponse, c'est qu'en fait, on n'est pas, les mandataires n'ont pas une intelligence artificielle, ils ont une intelligence humaine qui peut varier selon leur caractère, selon les formations. Donc, dire que le jour où on aura des mesures totalement similaires, je dirais que ça deviendrait grave. Il faut quand même qu'il y ait une modulation en fonction des personnalités et on s'adapte, nous, de notre côté aussi, à la personnalité des protégés. Pour faire le lien avec la mission de coordination du DAC, pourriez-vous nous donner des exemples de travail en collaboration avec un coordinateur de parcours? Alors parfois, en début de mesure, le DAC est déjà présent dans la situation. Donc on va distinguer la coordination soutenue et la coordination de parcours plus intensive avec le coordinateur de parcours complexe. Concernant la coordination soutenue, c'est un appui pour le mandataire qui pourra téléphoner et avoir des conseils en fait sur les partenaires qu'on pourrait mettre en place dans la situation, l'étayage qu'on va pouvoir trouver dans une situation précise. Le DAC peut nous rediriger vers des professionnels de santé qui pourront nous aider. C'est vraiment un travail aussi d'échange d'informations sur une situation qui est très riche puisque on a chacun son regard et du coup ça permet d'agir au mieux dans l'intérêt de la personne. Ensuite, il y a la coordination, La coordination soutenue. intensive avec le coordinateur de parcours complexe. Donc là, on est sur un suivi de proximité au domicile. C'est vraiment un support pour le mandataire judiciaire, le MJPM. Ça permet d'avoir un regard croisé sur les situations, de ne pas être seul. Et ça, c'est fondamental dans notre activité, dans notre accompagnement. Donc le DAC va nous permettre d'assurer en tout cas un suivi de proximité pour aussi éviter l'épuisement des professionnels qui peuvent se sentir très isolés. Il n'y a plus de raison explicable. En réalité, historiquement, oui. Historiquement, les mesures de protection sont nées dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, au départ, c'était la seule façon, d'abord, c'était pas des mesures de protection, c'était l'administration provisoire des biens. C'était uniquement de gérer les fonds des personnes pendant le temps de leur hospitalisation. Après, quand là, on remonte aux guerres, hein. Donc, l'Union des familles, donc, qui s'occupait de beaucoup de choses, a commencé à se préoccuper de tout ce qui était la gestion des enfants orphelins, etc. Donc là est née la prise en charge des mesures de protection, au départ des orphelins, et puis de fil en aiguille, voilà. Ça, c'était au tout début. Après, c'est une mission d'État. Donc les préfets avaient comme mission la tutelle et la curatelle d'État qui étaient dévolues aux hôpitaux psychiatriques. Donc, quand ils ne l'exerçaient pas eux-mêmes, ils le donnaient aux hôpitaux psychiatriques. Donc, pendant très longtemps,
on a géré ce qu'on appelait tutelle et curatelle d'État. Ah, mais ça, ce sont dans des temps immémoriaux. Parce qu'après, la loi a changé. Et suite à cela, donc après la loi a évolué, mesures de tutelle d'État et curatelle d'État ont été supprimées. Dans l'intervalle, des associations tutélaires se sont créées. Et les mandataires individuels existaient déjà, mais étaient quand même en nombre beaucoup moins important. Et par le flux des mesures, le fait qu'il y en avait énormément, donc le nombre de mandataires a évolué, mandataires individuels. C'est un métier également qui a convenu à des personnes qui s'y sont intéressées, parce qu'initialement, c'était des personnes qui étaient en fait retraitées et qui, dans une seconde vie, si on peut appeler ça comme ça, ont décidé de faire ce métier par passion, par envie d'aider l'autre, hein. Et maintenant, ça s'est professionnalisé. Voilà. Et du coup, certaines personnes jeunes se disent, ben, je souhaite être mandataire individuel. Les formations se sont démocratisées également. Il y a beaucoup plus de gens qui se forment à cet exercice-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus, je dirais, de répartition en fonction d'un type de mesure de protection. Il existe un panel de professionnels, associatifs, hospitaliers ou individuels, et les magistrats, en fonction de leur appréciation, vont déterminer qu'ils préfèrent confier la mesure à tel type de professionnel, parce que par exemple, on va considérer le cas d'un genre protégé qui est dangereux du fait de sa pathologie. Donc là, le magistrat se dira, je ne vais pas confier à un individuel qui risque, voilà, hein, être confronté à cette violence, donc je choisis une association ou un mandataire hospitalier spécialisé en psychiatrie, parce qu'il y a des équipes médicales qui peuvent être soutenantes dans la gestion. Voilà. Et quelles sont les formations nécessaires pour exercer le métier de mandataire? Alors, il faut quand même au départ avoir un niveau. Il faut avoir un niveau, en effet, donc c'est un bac plus 2. On demande un diplôme Mais de sur la sur réalité, c'est un bac plus 2 et une formation de travailleur social ou juriste. Voilà. Jusqu'en 2025, ce sera le certificat national de compétences qui tend à être remplacé par une L3, donc une licence qui sera directement raccrochée en troisième année. Donc, qui se fait sur un an et dispenser toute une formation juridique, patrimoniale, tout aussi les partenaires sociaux, sollicités. une pathologie psychiatrique. Oui, c'est vrai, il y a tout le panel aussi autour de la santé. Et donc, l'année est sanctionnée de mémoire par l'écrit, hein, et des examens tout en continu. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Pour conclure, auriez-vous des informations à ajouter? Alors, je pourrais parler du financement de la mesure de protection. Pour certaines personnes, la mesure de protection a un coût. Ce coût est déterminé dans un barème fixé par décret. Ce barème, en fait, tient compte des ressources de la personne et du patrimoine de la personne qui est sous mesure de protection. C'est comme ça qu'on peut déterminer le montant de la participation financière. En début de mesure, ça nous est assez difficile de déterminer le montant à payer puisque ça dépend vraiment de tous ces éléments. On va recueillir en début de mesure et parfois en cours de mesure. Donc, c'est une information qu'on donnera à la personne protégée, qu'on intégrera dans son budget prévisionnel. On l'informera du montant qu'elle aura à supporter. Il faut savoir qu'une personne qui n'aurait que l'AAH, l'allocation handicapée comme ressource, n'aura pas de frais de mesure de protection si elle n'a par ailleurs pas de patrimoine à côté. Moi, je voudrais souligner l'importance du partenariat. Donc, il arrive que certains professionnels, lorsque nous sommes nouvellement désignés, se retirent des suivis. Donc, c'est préjudiciable à la fois pour la personne protégée, mais également pour nous, parce qu'elles sont détentrices d'un savoir qui nous est très cher, très important. Il est fondamental qu'on ne soit pas seul sur des situations et qu'on puisse continuer à travailler en partenariat tout en fixant des missions et des tâches propres à chacun de nos secteurs d'intervention. On peut également indiquer que lorsqu'une mesure de protection est prononcée, elle l'est selon des principes qui
sont fixées, notamment, par exemple, le principe de proportionnalité. Cette mesure de protection, quand elle sera prononcée, elle le sera toujours parce qu'à la base, il y a un médecin qui est inscrit sur une liste qui va évaluer, l'état de santé mentale de la personne et déterminer quelle serait la mesure qui serait, en fait, le plus en adéquation avec ses difficultés et ses capacités. Alors bien évidemment, la mesure la plus importante, qui est prononcée, c'est la mesure de tutelle. Elle s'applique en général aux personnes qui, ne sont pas tout à fait capables de s'exprimer, je dirais, avec, comment dire ça? Aidez-moi, De gérer, oui, de D'exprimer se gérer, clairement sa volonté. voilà, oui, c'est ça. Disons d'exprimer clairement sa volonté de manière, continue. Voilà. Il peut y avoir des périodes où c'est faisable et puis d'autres où ça ne l'est pas et donc ces intérêts pouvant être, heu, je vais pas y arriver, compromis, merci, sera placé sous tutelle. Viennent ensuite les cas des personnes où le médecin détermine qu'effectivement, ils ont des capacités, donc là, ils peuvent être sous curatelle, plus ou moins, aggravée, aménagée, voire simple. Et une mesure de protection n'est jamais prononcée pour une vie entière. Classiquement, la loi prévoit qu'elle a une durée de 5 ans, parfois plus dans le cas notamment des tutelles où effectivement le médecin estime qu'il ne va pas y avoir possibilité d'amélioration de l'état de santé, donc là, la durée peut être plus longue. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que la durée, normalement, est de 5 ans. Et cette durée est la durée maximale, parce que si dans l'intervalle, la personne vient à se trouver en meilleur état qu'elle ne l'était, parce que voilà, là, dire ça, a suivi un traitement et puis qu'effectivement, elle a recouvré ses capacités. Il peut y avoir de nouveau l'intervention de ce médecin qui va évaluer cette amélioration et il peut être demandé au magistrat soit un allègement, soit une mainlevée de la mesure de protection et à tout le moins, à l'issue des délais de 5 ans, ce sera soit un maintien, soit un allègement, soit une mainlevée et dans certains cas, lorsque voilà, les personnes, subissent, des aléas, il peut y avoir également une aggravation. Avez-vous un mot-clé, une idée phare que vous souhaitez que l'on retienne de ce webinaire? Moi, je dirais, après notre intervention, un peu variée, qui est un peu différente, les unes des autres, puisqu'en fait, on est dans des structures, juridiques différentes et là aussi, tant mieux. C'est qu'en fait, une mesure, réussie, c'est une mesure, partagée. Le partage, pour moi, est important dans la réussite de partage avec les partenaires, partage avec les familles si elles sont là, partage avec la personne protégée aussi, si elle est capable de s'exprimer. Le partage est important. Nous arrivons bientôt au terme de ce webinaire. Pour conclure, est-ce que vous auriez des informations à ajouter? Oui, moi, je voudrais souligner l'importance du partenariat. Donc là, on parlait avec le DAC, mais des partenariats vraiment de manière très générale. On peut observer lorsque l'on arrive sur une nouvelle mesure, certains partenaires qui peuvent se retirer des suivis, évoquant la mise en place de la tutelle, de la curatelle et voilà, le tuteur ou le curateur a, a le tout pouvoir et doit gérer l'intégralité de la situation. Donc ça, on l'a vu, hein, c'est faux. Il est essentiel qu'on puisse travailler, de continuer à travailler en partenariat, parce que l'expertise, ben, on l'a pas tout de suite. Donc c'est nos partenaires qui nous apportent les éléments essentiels de la situation. Et comme je vous le disais, il est fondamental qu'on ne reste pas isolé sur les situations. Donc le travail en partenariat est primordial. Bah, écoutez, il me semble que tout a été, clairement énoncé par mes collègues et brillamment, hein. Je dirais, simplement, pour avoir le mot de la fin, une bonne mesure, c'est une mesure partagée et le partage est très vaste avec les partenaires, les familles, avec surtout avec le protégé. Mais je pense que c'est vraiment un élément important d'une mesure réussie. Merci beaucoup.